Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mardi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger à l'animation de Côte-Nord Attitude. Tommy qui est aussi journaliste à Cogeco TV. Oui. Bonjour Tommy. Hey, bonjour. L'avant-dernière qu'on fait ensemble ce midi pour la saison en cours de Côte-Nord Attitude. Après ça, on va prendre une pause pour l'été. On va aborder plusieurs sujets ce midi, dont l'alimentation dans le réseau de la santé. J'ai assisté à une conférence de Nathalie Mainville hier soir devant des gens du comité des usagers du réseau de la santé pour cette île et du comité des résidents également. Ça se passait d'ailleurs au CHSLD, à la résidence Gustave Gauvreau. On se rappelle du spectacle du ministre Gaétan Barrette là, dans une cafétéria d'hôpital à Québec, je pense, en novembre dernier ou dans ce coin-là, peut-être après les fêtes. De la nourriture texturée, qu'il mentionnait, là, ce n'est pas de la bouffe molle, c'est de la nourriture texturée. Oui, alors partout au Québec, il y a comme une réforme de l'offre alimentaire sur la Côte-Nord. On est en train de s'organiser d'ici mars 2018. Dans tout le réseau, il va y avoir des beaux, bons et nutritifs et chauds repas de servis un peu partout. On va en parler surtout là de la qualité de vie aussi à la résidence Gustave Gauvreau et de la dernière année qui a été importante quand même parce qu'il y a eu tout l'agrandissement, puis il y a d'autres changements à l'hôpital. Donc il y a des gens qui sont impliqués bénévolement dans le réseau de la santé, même si ça fait partie ça fait partie de l'appareil du gouvernement du Québec. Michel Roy est de ceux-là. Ça fait plusieurs années monsieur Roy qui est impliqué comme président du comité des usagers du réseau de la santé à cette île. Jean-Pierre Parlier, lui, est président du comité des résidents de Gustave Gauvreau. Je pense que c'est le même comité aussi pour la résidence Urgel-Pelletier qui est à l'intérieur de l'hôpital. On va donc parler du réseau de la santé et de ces bénévoles impliqués, de la qualité des services également avec ces personnes à 12h40. Quel bel été maritime qui s'en vient, Tommy, pour la Côte-Nord. Vraiment, vraiment. Là, plein de belles activités qui commence là dans 2 jours. Exactement, donc ça commence ce jeudi avec le MS Insignia là, qui sera de passage à cette île. C'est le premier bateau de croisière là, de la saison, on peut dire, là, de ce printemps. On en aura d'autres cet été, mais c'est vraiment lui qui lance les festivités. Ça, c'est jeudi. Vendredi, tout autre navire, un navire militaire là, qui sera de passage pour quelques jours à cette île. Il y aura des portes ouvertes, ça c'est intéressant. Les gens pourront aller visiter ces navires-là. Moi, j'en ai déjà visité 2. C'est extrêmement impressionnant à visiter comme type d'embarcation. Les croisières, on n'a jamais vraiment accès. C'est plutôt rare parce qu'il y a des gens qui sont installés là, qui sont des passagers. C'est ça. Puis il y a une question de douane. Puis il y a une question de douane aussi là, d'embarquer sur ces bateaux-là. Mais là, c'est un navire de l'armée canadienne. Ça fait qu'on va pouvoir le visiter. Exactement. Et on en profitera là, pour parler avec Marie-Ève Duguay, qui est chef d'escale de Destination Sept-Îles-Nakawiнану, de ces 2 événements-là, mais de ce qui s'en vient aussi de cet été. On le sait, on en a parlé beaucoup, les grands rendez-vous, là, les grands voiliers. Donc, on peut-tu monter dessus? On va pouvoir les visiter. On va pouvoir en visiter certains. Oui, exactement. Donc, on lui parle tout à l'heure. Avant ça, vers 12h15, une entrevue réalisée hier en fin de journée avec la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui nous livre son bilan de la dernière session parlementaire. Elle est assez fière, entre autres, de certains bons coups qu'elle a pu réaliser, mais elle est surtout déçue là, de la performance pour le développement économique de la région Côte-Nord par le gouvernement du Québec. Donc, on parle aussi de la gestion du saumon sur la rivière Moisy. C'était sa dernière intervention en chambre. Je pense mercredi dernier. Lorraine Richard est bien déçue là, de la façon qu'on gère ça, ce dossier-là également du côté du gouvernement libéral. L'entrevue avec Lorraine Richard dans quelques minutes vers 12h15 sur nos ondes. En fin d'émission, on a une chronique assurance. Le sujet est encore bien d'actualité. On parle des déménagements. Il faut quand même prévenir nos assurances. Il y a plein de choses là qu'il faut penser quand on change d'adresse versus la protection, la responsabilité civile, les assurances. Alors, on en parle avec l'expert Guy Duchesne en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Voilà pour le menu de Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
En mentionnant d'abord que les travaux de construction d'un nouveau chalet d'accueil à la station de ski Galix avancent bien. Un nouveau partenaire majeur, la compagnie minière Rio Tinto IOC, confirme une contribution de 150 000 $. Les administrateurs de la station récréo-touristique se réjouissent de la confiance affichée par Rio Tinto. La campagne de financement Un don pour ma station se poursuit sur le site web de Ski Galix. La station de ski Galix a reçu une subvention de près de 1,5 million de dollars pour le futur chalet d'accueil et un nouveau tapis remonte-pente également. Il y a quelques autres équipements, je pense, qui sont prévus là-dedans. Mais elle devait ramasser 500 000 $ lorsqu'on appelle la part du milieu pour que ces projets-là se concrétisent, pour pouvoir garder la subvention également. Alors, le soutien de 150 000 $ de IOC vient donner un sérieux coup de pouce au chalet, au projet de nouveau chalet d'accueil à Galix. L'offre alimentaire va continuer de s'améliorer pour les gens hospitalisés à Sept-Îles et les résidents du centre Gustave-Gauvreau. Les premiers changements ont lieu en mars dernier et d'autres sont à prévoir. Le CI3S Côte-Nord se donne jusqu'en mars de 2018 pour offrir aux usagers un menu quotidien beau, bon, nutritif et chaud. Le réseau de la Côte-Nord propose un menu qui manque de variété et les usagers ont été peu consultés jusqu'à maintenant. Une consultation est en cours dans les CHSLD pour déterminer le top 50 des recettes les plus appréciées des aînés de la Côte-Nord. La directrice des services d'hôtellerie Nathalie Mainville a présenté la stratégie du CI3S Côte-Nord lors d'une réunion du comité des usagers au CHSLD de Sept-Îles hier soir. Elle souhaite que le menu dans les établissements de santé de la région ressemble à ce que l'on retrouve dans nos assiettes à la maison. Le CI3S Côte-Nord doit toutefois réaliser sa réforme de l'offre alimentaire sans dépenser plus d'argent. Un repas servi dans un établissement de santé de la région coûte entre 8 et 9 $, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne provinciale. La députée de Duplessis estime qu'elle a réussi quelques bons coups lors de la dernière session parlementaire, notamment les fonds pour compléter le financement du projet de nouveau CPE à Port-Cartier. Lorraine Richard critique, par contre, sévèrement le gouvernement du Québec. La députée péquiste dénonce l'abandon de la Côte-Nord par le Parti libéral. Lorraine Richard croit que le bilan économique du gouvernement est particulièrement mauvais pour la Côte-Nord. Elle rappelle l'échec du projet de Ferro-Atlantica à Port-Cartier et le retard dans le projet Mine-Arnaud. Les économiques, ça fait plus qu'un an qu'ils se sont mobilisés. Ils ont demandé un fonds de diversification. On n'a rien encore. Il ne s'est rien passé au niveau du parachèvement de la route 138. Dossier Mine-Arnaud, on se fait dire depuis des mois qu'il va y avoir une annonce bientôt, que ça va aller de l'avant. Rien de concret. Et ce gouvernement-là nous abandonne. Ils ont toujours un discours, c'est patienté, on va au rendez-vous, mais c'est jamais, ça se concrétise pas. La députée Lorraine Richard croit que le projet Optilab du ministre de la Santé constitue un bon exemple de l'abandon du gouvernement pour les régions. Elle réclame plus d'autonomie pour les antennes régionales de la Société du Plan Nord. La Société d'aide au développement des collectivités de la Côte-Nord enregistre des records de performance pour une 3e année de suite. La SADC a doublé le montant qu'elle accorde en prêt. Pour la première fois, elle a dépassé le cap des 2 millions de dollars en financement accordé. L'organisme se démarque aussi pour la satisfaction de la clientèle. La SADC Côte-Nord a financé en un an 44 projets et soutenu 60 autres initiatives économiques avec de l'aide technique. Basée à cette île, la SADC Côte-Nord compte une équipe de 7 personnes pour favoriser le développement sur le territoire de Port-Cartier à Blanc-Sablon. Nadine Touzel de Sheldrick a trouvé samedi une bouteille à la mer qui naviguait depuis 2006. Elle a été lancée dans le fleuve Saint-Laurent par un groupe scout de la région de Québec. Les jeunes adultes d'aujourd'hui faisaient partie de l'unité des castors, donc des jeunes de 7 et 8 ans à l'époque. Ils avaient lancé 17 bouteilles à la mer le 4 novembre 2006 dans le cadre d'une activité scout ayant pour thème « Peuple et pays du monde ». La bouteille découverte à Sheldrick samedi a été repêché et relancé à l'eau plusieurs fois. On y retrouve des messages à l'intérieur, écrits entre autres à l'île Verte dans le Bas-Saint-Laurent, puis quelques temps plus tard à Betsiamit en 2013 et à Pointe-aux-Anglais en mai 2017. La bouteille poursuivra son voyage maritime puisque Nadine Touzel a respecté la tradition et l'a relancée à la mer dimanche à Sheldrick.
La tournée provinciale qui prépare le sommet sur le transport aérien au Québec s'arrête à Sept-Îles aujourd'hui et en Basse-Côte-Nord demain. Le gouvernement poursuit ainsi une réflexion sur le prix des billets d'avion en région, la qualité du service et les infrastructures aéroportuaires. L'Union des municipalités du Québec a publié récemment une étude qui conclut que le prix des billets d'avion pour un vol régional est 55% plus élevé au Québec que dans les autres provinces. L'UMQ évalue aussi que les aéroports régionaux ont besoin d'investissements de 400 millions de dollars d'ici 5 ans. Le maire de Gaspé et président du comité sur les aéroports régionaux de l'UMQ, Daniel Côté, a déclaré hier que les programmes gouvernementaux doivent être revus et bonifiés lors du passage de la tournée à Rimouski. Le sommet sur les transports aériens aura lieu en février 2018 à Lewis. Le député libéral Serge Simard agit comme coprésident du sommet. Il sera au centre des congrès de Sept-Îles cet après-midi pour participer à la réflexion sur le transport aérien sur la Côte-Nord. Midi 14 minutes, c'est à midi 29 exactement qu'on reçoit en direct en studio Marie-Ève Duguay, la chef d'escale de Destination Sept-Îles Nakawinanu. On va parler de toutes les belles activités maritimes qui s'en viennent. Je pense que c'est la première fois qu'on accueille un gros bateau de croisière en juin. D'habitude, ça se fait à l'automne. Il y a un navire militaire en fin de semaine et les rendez-vous avec les grands voiliers. On parle de tout ça à midi 29 exactement. Mais avant, la députée Lorraine Richard est avec nous pour son bilan dans quelques instants. Attitude. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Il y a des folies qu'on peut regretter longtemps. Tiens, c'est fini. Marie-Pomme, c'est Marie-Pierre son nom. Et il y a des folies qu'on peut regretter longtemps de ne pas avoir fait. Comme les folies du printemps de votre concessionnaire Jeep du Québec. Profitez dès maintenant d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 72 mois sur la plupart des Jeep Cherokee 2017. Sur approbation du crédit. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va faire un peu le bilan de la dernière session parlementaire avec notre députée Lorraine Richard. Bonjour, Madame Richard. Bonjour. Madame Richard, je voudrais parler d'abord du dossier de la gestion du saumon sur la rivière Moisy. Là, c'était une de vos dernières interventions en chambre la semaine dernière. C'est le ministre Jeffrey Kelly qui vous a répondu. Il devrait y avoir une rencontre cette semaine. C'est quand même un dossier majeur. Là. Pour vous, le gouvernement a laissé s'envenimer les choses. Là. Oui, absolument. Écoutez, moi, depuis plusieurs semaines, j'étais en discussion, autant avec le ministre Kelly qu'avec son chef de cabinet pour leur faire part de l'importance de régler ce dossier ou tout au moins d'amorcer un dialogue avec la communauté Innu. Et j'ai dû vraiment aller en question au Salon Bleu la semaine dernière pour faire commettre le ministre à l'effet qu'il rencontrerait la communauté Innu. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va se passer cette semaine. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait des échos qu'il pouvait y avoir une nouvelle manifestation et que la paix sociale pouvait être menacée. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement important. Il faut que le ministre rencontre la communauté qui amorce un dialogue. Là. Je l'ai entendu vous répondre à 2 reprises dans sa courte réponse, Jeffrey Kelly, que c'était quand même un dossier complexe. Vous en pensez quoi, vous, comme député? Est-ce que le Parti québécois aurait pu mieux le gérer? Les Inuits, ce qu'ils demandent, c'est carrément de prendre le contrôle sur l'ensemble des fosses, ce qui historiquement peut être justifié quand même. Ils ont des bons arguments, là. Oui, il y a des bons arguments, mais vous comprenez que j'ai pas tout le dossier devant moi. Ce que j'ai moins aimé, puis ce qu'on aurait fait différemment de la réponse de M. Kelly, c'est quand il a dit, écoutez, faut encore regarder ce dossier-là. Il y a des choses que, je connais pas encore. Il faut savoir que ça fait 3 ans là, que normalement, après 3 ans, il me semble qu'on est en mesure d'être capable de comprendre un dossier, puis d'amorcer un dialogue avec les Inuits. Ce qu'on veut tous, j'ai l'impression, autant les Autochtones que nous, les Allochtones, c'est que le dossier avance, qui est tout au moins un début. Et le début commence par une rencontre, qu'on s'assoit en même temps. Et c'est ce que je reproche au gouvernement libéral, c'est le réinaction. Et on a attendu
attendu à la dernière minute. J'ai dû faire plusieurs interventions pour que le ministre décide enfin de fixer une date de rencontre. Je trouve ça déplorable. Elle est où la solution selon vous? Est-ce qu'on peut leur donner la pleine gestion de la rivière Moisy? Un peu comme ça se fait à Natashquan, là. L'APRM pourrait disparaître puis tous les pêcheurs blancs prendraient un forfait auprès du conseil de bande? Comme je vous dis, je connais pas, j'ai pas le dossier devant moi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que la rivière Moisy, on peut s'y pratiquer la pêche sportive autant pour les Autochtones que les Allochtones. Donc, et la paix sociale est extrêmement importante. Vous savez que l'APRM fait une bonne gestion pour la partie qu'elle a, sous sa juridiction, à la rivière Moisy. Les Autochtones revendiquent certains droits. Est-ce qu'on est capable d'amorcer un dialogue avec eux et que chacun y concède peut-être un peu des revendications? Ça peut être oui, mais je veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Oui, le dossier est complexe et je ne connais pas toutes les discussions qu'il peut y avoir eu depuis 3 ans dans ce dossier-là. Là. Le gouvernement est resté muet, mais il y a quand même de la correspondance qui se sont échangées. Il y a quand même des droits au niveau de la... Bon, vous savez que le club Adams, ça fait partie, oui, des revendications. Il y a d'autres clubs également. C'est un dossier complexe. Moi, ma priorité, c'est de s'assurer que la rivière Moisy pour la pêche sportive soit accessible et que la paix sociale demeure. Le bilan de la députée, là, dans le communiqué, on peut lire Lorraine Richard est fière de son bilan, mais pas très fière de celui du Parti libéral du Québec. Là, vous avez fait votre travail, puis le gouvernement livre pas la marchandise, si je comprends bien, depuis 1 an. Là. Non, il livre pas la marchandise, que ce soit autant au niveau de la santé. Vous voyez toute la difficulté que le ministre Barrette a lui-même avec l'accès aux médecins de famille, avec le délai d'attente dans les urgences. On l'a vu en éducation. Là, on a l'arrivée d'un nouveau ministre, M. Proulx. Je peux donner les bons coups au gouvernement libéral. M. Proulx, je pense, essaie de rattraper les erreurs de son gouvernement par le passé. Il semble plus ouvert. Mais on a vu au niveau des régions aussi, hein, les sommes sont pas au rendez-vous. Et surtout pour la région de Duplessis, c'est l'abandon au niveau de la priorité d'aider une économie telle que la nôtre en région. Ils n'ont pas de plan de marche pour diversifier l'économie des régions. Et ça nous fait très mal dans une région comme la nôtre. Ouais, c'est vraiment l'économie qui est le nerf de la guerre sur la Côte-Nord. On a l'impression, là, actuellement à Sept-Îles, et particulièrement dans votre coin de pays, Madame Richard, à Havre-Saint-Pierre et en Mingani, là, ça roule pas beaucoup. Les emplois, on en a perdu beaucoup depuis la dernière élection provinciale, si je puis dire. Le plan Nord, ça a peut-être pas les effets escomptés non plus, là. C'est vraiment en matière de développement économique qu'on s'attendait à plus de ce gouvernement-là, non? Ben absolument. Écoutez, avec tout ce qui nous avait donné comme discours auparavant, le plan Nord créateur d'emplois, mais c'est catastrophique, là. Si vous avez vu dernièrement le nombre de faillites personnelles, c'est 60% d'augmentation depuis les 4 dernières années. C'est des gens qui quittent la région. Donc, il n'y a aucun plan B pour nous aider à restructurer notre économie. C'est un gouvernement qui a complètement aboli les régions. Et cet automne, ils vont commencer peut-être un remaniement ministériel avec quelques mesures pour attirer un électorat vers eux pour gagner les élections en 2018. C'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Oui, il y a quand même des organisations sérieuses, des coalitions qui se sont formées, les chambres de commerce, l'association des gens d'affaires, tout ce monde-là ont demandé des mesures. Le milieu politique aussi, les maires, là, ont demandé des mesures concrètes au gouvernement du Québec, devancer certains contrats, peut-être aller plus vite pour le prolongement de la route 138. Et il se passe rien de ça actuellement, quoi. Il y en a pas, le gouvernement, d'emploi ou de subventions au niveau économique à offrir chez nous? Moi, ce que je peux constater, c'est qu'il n'y a rien du tout, là. Vous l'avez dit, le milieu économique, ça fait plus qu'1 an qu'ils se sont mobilisés. Ils ont demandé un fonds de diversification. On n'a rien encore au moment où on se parle. Au niveau de dévancer les travaux sur la 138, je relisais une annonce de l'année passée du ministre Arcan qui parlait de 2017. 2017, écoutez, on a de la moitié de passé. Il ne s'est rien passé au niveau du parachèvement de la route 138. On n'a aucune mesure. Je vous parlerai d'un autre dossier aussi qu'on est en attente qui est extrêmement important. C'est le dossier Mine-Arnaud. Encore là, on se fait dire depuis des mois qu'il va y avoir une annonce bientôt, que ça va aller de l'avant. Rien de concret. Et c'est ce que je déplore de ce gouvernement. Au-delà de la partisanerie politique, je vous parle comme représentante d'un comté qui a des difficultés économiques et ce gouvernement-là nous abandonne. Ils ont toujours un discours, c'est patienter, on va être là, on va être au rendez-vous, mais c'est jamais, ça se concrétise pas. Ça se concrétise pas. Et en bout de piste, c'est nos citoyennes. Oui, la situation est difficile à Saint-Pierre, autant qu'à Port-Cartier qu'à Sept-Îles, là. Donc, c'est une région qui est laissée à l'abandon, mais c'est pas juste la région de Duplessis. Les régions
du Québec ne sont pas la priorité du gouvernement libéral. Et quand vous dites dans votre communiqué que ça prendrait plus d'autonomie pour les antennes régionales du Plan Nord, est-ce que c'est qu'il est trop politisé, quoi, la société du Plan Nord? Elle traite des dossiers puis elle a des intérêts politiques plutôt qu'économiques actuellement, quoi. Faut juste se rappeler que quand on a créé la Société du Plan Nord, moi je siégeais sur le projet de loi pour la mise en œuvre de la Société du Plan Nord, on devait avoir plus d'autonomie justement pour faciliter, que ce soit quelqu'un qui veut démarrer un projet, tous les dédales administratifs, et on s'aperçoit que c'est pas le cas, là. Ils leur ont pas donné assez d'autonomie, ils n'ont pas assez de pouvoir, donc tout se décide à Québec. On a des dossiers pour lesquels on dit des fois on va appeler, ça devrait se corriger rapidement. Il y a encore une multiplication d'intervenants dans différents dossiers. Ça n'a pas désalourdi, si je peux m'exprimer ainsi, le processus. Donc moi je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Nos antennes satellites ne font pas ce qu'elles devraient faire et nous avons des personnes compétentes pour le faire. Puis je veux juste vous rappeler que le Fonds du Plan Nord, là, l'initiative du Fonds du Plan Nord, écoutez, au tout début, là, il n'y avait aucun critère. C'était comme un pouvoir discrétionnaire. J'ai dû faire plusieurs sorties, critiquer à plusieurs reprises, et là, on a décidé d'émettre quelques critères pour être capable de passer tel ou tel projet. Donc, c'était de l'improvisation, et moi, je dis les antennes satellites devraient être capables d'en faire plus. On a vu que dans la création du Plan Nord, il y avait, oui, un côté politique, parce que Robert Ball, dans les 2 projets de loi que j'avais fait moi auparavant, puis dans le dernier, il n'était pas question d'avoir une antenne satellite à Robert Ball. Mais ça se trouve que c'est dans le comté du premier ministre. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, là, il y a des maires, des intervenants qui, il y a plus d'1 an, me disaient, bon, il fait quand même un bon boulot, M. Arcan, on le voit souvent sur la Côte-Nord, il a pris connaissance des dossiers, il a fait avancer ce qu'il a pu. Depuis quelques mois, on entend moins de louanges envers M. Pierre Arcan. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a ralenti, quoi, pour la Côte-Nord? Il est plus capable d'en faire autant? Au-delà de la personne qui est M. Arcan, que j'apprécie énormément, c'est une personne qui est une grande écoute. Ce qu'on sent, puis je ne suis pas la seule, c'est que M. Arcan a de la difficulté soit à se faire écouter du Conseil des ministres. Il y a quelque chose qui va pas, parce que je sais que pour lui, la situation le préoccupe, sauf qu'il n'est pas capable de livrer ce à quoi on s'attendrait. Donc, lui est de bonne foi, mais il y a des blocages ailleurs. Vous avez votre voix, mais les autres aussi, et ultimement, le premier ministre, c'est lui qui décide. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre Arcan, il croyait à Ferro-Atlantica, on avait tout. Le ministre Hurtel a ralenti au niveau des permis environnementaux, ça donnait qu'ils sont partis ailleurs. Au niveau de Ménarneau, ils nous ont sorti les permis environnementaux, ça fait 1 an, on entend encore. Bon, on nous dit qu'on est un investisseur, après on nous dit que c'est plus difficile d'un autre côté. J'ai l'impression que ce gouvernement-là, écoutez, ils sont pas capables de livrer dans plusieurs domaines. On nous annonce que peut-être qu'il y aura un remaniement ministériel à l'automne. Comme je vous dis encore une fois, moi je pense que M. Arcan, comme personne, fait son travail, mais il est pas premier ministre et il dirige pas le Conseil des ministres. Donc j'ai l'impression que le gouvernement libéral a laissé tomber la Côte-Nord comme plusieurs régions du Québec et se concentre à d'autres endroits qui fait plus plaisir à M. Couillard au niveau politique. Bon, et dans ce contexte-là, la députée peut quand même afficher quelques bons coups dans son communiqué bilan de la dernière session parlementaire, notamment les interventions qui ont porté fruit pour débloquer le dossier là, du CPE, l'agrandissement qui est en cours du côté de Port-Cartier. On aura bientôt des nouvelles places en garderie à Port-Cartier. Là, c'est la pause pour l'été, Madame Richard. On se donne quand même quelques jours un peu plus tranquilles, pas du côté du bureau de la députée, quoique il y a toujours des dossiers, hein, même en été. Oui, il y a toujours des dossiers. Écoutez, on travaille sur différents dossiers, entre autres que je peux pas vous nommer pour l'instant, mais qui est extrêmement important pour la région de Sept-Îles. Là encore, on se retrouve avec plusieurs ministères et souvent ils ne se parlent pas entre eux. C'est extrêmement difficile. On va faire encore une semaine ou deux, je vous dirais, assez intensif au bureau de circonscription. Par la suite, les employés vont prendre des vacances et moi aussi, parce que c'est important de prendre des vacances pour recommencer à l'automne. Et moi, je recommence au début août. Donc, on va prendre du repos, mais du repos où on va rencontrer les gens dans un autre contexte. Je vais parcourir la Mingani et voir les gens, faire du terrain un petit peu, mais dans un contexte festif. Ben, en même temps, la rentrée va arriver, comme tout le monde, à l'automne, pour les politiciens comme pour les jeunes dans les écoles. Il y aura bien sûr plein d'autres dossiers. L'année, on se dirige vers la dernière année du gouvernement libéral, peut-être même une élection accélérée, c'est ce que craignait dans l'actualité Québec solidaire en fin de semaine. Pour Lorraine Richard, c'est clair que vous allez être candidate en 2018. Là. On continue la politique pour encore un petit bout? Oui, on continue la politique et je vais être présente aux élections de 2018. Ben, Lorraine Richard, un gros merci pour cette entrevue à la radio. Ça me fait toujours plaisir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour, je suis Carole Bérubé de Sept-Îles Embellissement Nutrit Côte-Nord.
J'ai décidé de venir faire affaire avec la radio parce qu'on m'a abordé puis on m'a proposé un très beau concept que je trouve merveilleux. Puis je trouve que c'est très, très profitable pour notre compagnie. C'est très rapide et puis on entend souvent notre nom revenir. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre d'appels puis même le monde autour de moi qui m'en parle, là, tu sais, qui me disent « Oh mon Dieu, on t'a entendu à la radio même. » Ça a une très, très bonne impact. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Ce qui est excitant quand on déménage, s'installer dans sa nouvelle maison. Et chez Cogeco, on croit que votre nouvelle maison mérite le meilleur divertissement. Obtenez la meilleure télé, Internet et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Ce que j'aime de Maxi, c'est qu'ils ont des bas prix sur tout le temps. Pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour trouver les meilleures aubaines. Tout ce que ça vous prend, c'est des bras pour mettre les articles dans votre panier. Maxi, ben oui, Maxi. Savez-vous comment on appelle ça un gars intelligent chez Maxi? Un client. C'est pas fou, ça? Maxi, ben oui, Maxi. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Un été rempli d'activités maritimes et l'été commence cette semaine à Sept-Îles avec un premier navire de croisière. Je me souviens pas qu'on ait vu en juin, Tommy, des gros bateaux de croisière. Là. Si d'habitude, on en a eu, c'est à l'automne. Ouais. C'est quand même très rare, mais on en a déjà eu et j'accueille à l'instant, elle pourra nous répondre, Marie-Ève Duguay, qui est chef d'escale pour Destination Sept-Îles-Nakawinanu. Bonjour. Bonjour Tommy, bonjour Jean. Donc c'est assez rare, hein, cette période-ci de l'année. Oui, mais les croisières d'été commencent de plus en plus à prendre la place sur la destination Saint-Laurent au complet. C'est arrivé ici déjà en mai. Le Masdam nous avait visité déjà au mois de mai en 2012, si je me trompe pas. Mais de plus en plus, le Saint-Laurent et le Canada-Nouvelle-Angleterre deviennent destinations prisées l'été par les lignes de croisière. C'est pas juste la saison des couleurs. Ils viennent à l'automne à cause des feuilles qui changent de couleur souvent, mais là, c'est beau au printemps puis l'été. Oui, exactement. Et là, c'est le MS Insignia là, qui sera là jeudi. Donc, c'est pas mal ça qui part la saison, là. Exactement. Puis c'est un nouveau client en plus qui vient visiter la destination pour la première fois. Total le fun. C'est toujours le fun. On est toujours content de voir des nouveaux clients arriver. Le Oceania Insignia fait un itinéraire de Rome à Miami, qui est un itinéraire quand même assez long. Mais en fait, il va partir plus précisément de Montréal pour s'en venir jusqu'à Miami avec à son bord là, 684 passagers et 400 membres d'équipage. Ça peut ressembler à quoi là, comme luxure? Parce qu'on sait, il y en a qui sont plus abordables, il y en a qui sont très luxueux. Le Insignia peut ressembler à quoi? Le Insignia est effectivement un navire plus luxueux. Okay. En fait, le Oceania, ça fait partie de la gamme de Norwegian Cruise Holding. Donc, Norwegian Cruise Line, Oceania et Regent Seven Seas sont des filiales de Norwegian. Et c'est la filiale plus haut de gamme avec Regent Seven Seas aussi là, du groupe. Donc ça, c'est toujours le fun parce qu'on le sait que c'est des gens qui sont un peu plus en moyen, donc qui sont capables de prendre des forfaits, vont peut-être un peu plus dépenser lors de leur arrêt ici. Fait que ça, c'est toujours intéressant aussi. Il y en a toujours pour tous les goûts, mais on le sait que les gens ont une capacité d'achat un peu plus élevée que d'autres. C'est le genre de bateau qui a des très bons taux de vente d'excursion, des très bons taux de débarquement aussi. Donc effectivement, c'est des très bonnes nouvelles. Puis on irait juste à... C'est des Européens comme ça sont partis de Rome? Ils sont partis de Rome et c'est une croisière d'un mois, un mois et demi comme ça, assez longue. Oui, c'est quand même très long. Mais il y a des gens qui embarquent à Montréal, donc ça va être un public quand même assez varié. Je dirais probablement moitié-moitié européen et américain, même peut-être des Canadiens. On a un nouveau segment aussi qui apparaît dans nos statistiques, qui sont les Australiens et les Chinois, qui commencent à ressortir de plus en plus. Pour ce navire-là, des Australiens, je suis pas certaine que ce soit le bateau le plus ciblé, mais les prochains qui vont nous visiter, certainement que cette clientèle-là va revenir là, cette année. En ouverture d'émission, on parlait, normalement, les croisières. Nous, eux nous visitent, mais nous, on peut pas visiter le navire. Mais les deux prochains événements, ça sera notre occasion de visiter. Et ça commencera ce vendredi, le 23 juin, avec l'arrivée du NCSM Goose Bay, un navire militaire. Ça, là, c'est toujours extrêmement impressionnant à aller voir. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, on était à Montréal la semaine passée. Il était accosté au port de Montréal, donc j'ai pu le voir avant son arrivée ici. Mais effectivement, après la visite du Insignia, vendredi, samedi et dimanche, le Goose Bay sera accosté au quai des croisières. 4 jours de gros bateaux au port de Sept-Îles. Oui, ça va être le fun. Puis les équipes de Destination Sept-Îles seront sur place aussi là pour faire l'accueil et l'animation sur le site.
Et le Goose Bay, qui est un navire de défense côtière qui appartient évidemment à la Marine royale canadienne. C'est un navire de classe Kingston qui est quand même doté d'un armement quand même assez intéressant. Oui. Et ça sera possible pour les gens de visiter le vendredi de 13h à 16h et samedi dimanche de 10h à 16h. Donc, il y a des portes ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ça, comment ça fonctionne. C'est Destination Sept-Îles, la réserve navale. On se présente sur place directement, oui, quoi? Oui, vous pouvez vous présenter sur place. Destination Sept-Îles sera là pour faire l'accueil et l'information touristique avec Tourisme Sept-Îles également. Puis du côté de la réserve, c'est eux qui sont en charge des visites. Donc, ils vont faire les portes ouvertes du navire puis ils vont pouvoir vous accueillir là. Et là, je brise... canadien de Sa Majesté, on n'a pas besoin de passeport pour non, effectivement. Et là, je brise le mythe. Faut pas s'intéresser nécessairement à l'équipement militaire et à l'armée pour aller voir ça. Juste les salles de repos, les gens, les endroits où les gens couchent, c'est extrêmement impressionnant. Juste pour l'équipement, que ce soit même pas le côté militaire, ça vaut la peine. C'est vrai, t'as tout à fait raison, Tommy. Puis c'est drôle, je l'ai moi-même fait. J'ai mis l'emphase sur l'équipement du navire, mais effectivement, c'est impressionnant de voir comment un équipage aussi nombreux est capable de vivre dans des quartiers aussi limités. La vie en mer est en tant que telle hyper intéressante. Puis avec les grands voiliers aussi, dans 2 semaines, ça va être une belle occasion de découvrir encore plus comment un équipage peut vivre sur des navires dans des espaces tellement restreints que c'en est presque peurant. Ben là, tu m'amènes sur les grands voiliers là, qui sera l'événement du début de l'été. C'est vraiment ça qui va lancer là, juste avant le Vieux Camp Fête. C'est ça vraiment. On est choyé de recevoir ces 5 grands voiliers ici à Sept-Îles. On en a parlé quand même là dans les dernières semaines parce que vous avez fait le lancement avec toutes les activités. Mais vraiment là, ça sera l'occasion d'aller festoyer tout le côté nautique maritime de Sept-Îles avec ces grands voiliers là. Oui, ben c'est un bel addon en plus parce que ça tombe directement dans les fêtes du nautisme. Donc c'est la ville de Sept-Îles en fait qui s'est positionnée pour obtenir ces grands voiliers là. On voulait vraiment faire partie de la fête. C'est plus de 40 grands voiliers qui font partie de la course qui vont tous se rejoindre à Québec. Puis au passage, nous on va recevoir 5. Donc en collaboration avec Tourisme Sept-Îles, la ville, le port et Destination Sept-Îles, on a organisé plusieurs activités. Chez Destination Sept-Îles, on a organisé des activités pour les équipages et Tourisme Sept-Îles s'occupe des activités à la population. Il va y avoir un paquet d'animations, des restaurants sur place. Il y aura un grand brunch aussi dimanche. Les premiers détails sont sortis hier. Donc la population est invitée à se procurer des billets auprès de Tourisme Sept-Îles au coût de 20$. Un brunch gastronomique à inspiration nord-côtière là, pour que la population puisse venir bruncher avec les membres d'équipage. J'ai l'impression qu'on a 2 festivals cette année. Oui, comme si on avait 2 vieux quais en fête, un maritime, puis le vieux quai en fête traditionnel. Entre autres, on le sait, moi je suis l'émission La Grande Traversée. Là, j'ai suivi à Radio-Canada, à la télé, des gens qui l'ont vécu à l'ancienne. On l'appelle l'Espérance, le grand voilier. Là-dedans, mais il va être ici à Sept-Îles, là, ce grand voilier-là. Là. Exactement, le Picton Castle. Ça s'appelle pas l'Espérance en vraie vie. Ils ont changé le nom pour l'émission. Ça a été tourné l'an dernier sur La Grande Traversée. Exactement, ça a été tourné en 2015 et dans l'émission, évidemment, il s'appelle Esmeralda, mais ici, ce sera le Picton Castle et ils sont aussi disponibles pour des visites durant tout le week-end. Et on a aussi le TS Esmeralda, qui est un navire école militaire qui sera aussi accosté au quai des Croisières. C'est un navire à voile à 4 mâts qui fait 111 mètres de long, donc c'est extrêmement impressionnant. Il était déjà venu il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y a 3 ans. Peut-être même 4. Ma mémoire fait des Le temps passe vite. Ouais, c'est ça. Il est déjà venu, mais par contre, il y a eu plusieurs améliorations à bord du navire, donc ça va être tout aussi intéressant de le revisiter. Puis il y en a un à l'intérieur là, lorsque vous avez fait votre présentation, près de 300 membres d'équipage, c'est des villages flottants là, c'est incroyable. Oui, c'est justement la Esmeralda qui peut avoir à son bord plus de 300 personnes. Donc ça vaudra la peine là, allez sur le site Destination Sept-Îles, vous avez un lien là pour les rendez-vous 2017. Avec toute la programmation parce qu'ils vont en avoir des activités lors de ce week-end-là. Ça va vraiment valoir la peine d'aller faire son tour. Moi, je suis chanceux. Je réside pas loin du bas de la ville. Fait que je vais voir les mâts probablement dépasser lorsque je vais me promener dans les rues. Je vais voir ces beaux navires-là se promener dans la baie. Sinon, le reste, ben, on saute là au mois d'août. Il y aura rien là pendant l'été. Là, donc, on parle de juillet pour les rendez-vous. Ensuite, ça s'en va en août. 2 navires vont nous visiter en août. Le Marco Polo, là, qui est bien connu dans le coin. En septembre, hein, c'est ça. Fait qu'on en a un en août et 2 en septembre. Exact. Pour finir la saison, ce sera le Saga Saphir, qui est un habitué déjà de la destination. Le Marco Polo aussi, qui est un habitué, qui devrait peut-être nous faire une apparition surprise un peu plus de bonne heure que l'heure prévue. Ça y arrive souvent, même des fois, il reste pour la nuit. Puis là, il doit quitter à 20h, mais on nous confirme qu'il pourra pas rester pour la nuit. Il doit aller à la prochaine destination. Mais oui, le 16 août, Regent Seven
Seas, qui est aussi un nouveau client, qui fait partie, je le disais tantôt, du groupe Norwegian. Donc ça, pour nous, c'est un beau témoignage de confiance parce que Norwegian a déjà visité notre destination. Et là, de nous repositionner 2 navires de sa filiale, c'est extrêmement bon pour nous. Pour toutes ces activités-là, est-ce que vous avez encore besoin de guides, de gens pour travailler là dans ces escales? Oui, on a procédé à une petite campagne de recrutement qui a eu de très bons échos. On a déjà recruté du personnel occasionnel. C'est sûr que c'est plus difficile. La plupart des gens sont à la recherche d'emplois plus saisonniers. Je pense par exemple au Vieux-Poste où est-ce que là, vraiment, ils travaillent durant toute la saison. Nous, notre défi, c'est de recruter les gens qui vont être là de manière ponctuelle. Au niveau des disponibilités, du bilinguisme aussi, ça représente des défis. Mais on a plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel et on est toujours à la recherche. Bienvenue aux étudiants, aux retraités. On a une belle équipe très diversifiée. Ben ça, c'est vraiment le fun. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, les gens qui seraient intéressés, qui nous entendent présentement? Est-ce que de la meilleure manière pour vous rejoindre, pour avoir de l'information? Vous pouvez passer par le site escalesetil.com en un mot et au 88 961 1228 là, pour me rejoindre directement. Ben, il nous reste une petite minute pour parler de 2018, Tommy. Hein? On s'était dit on va parler surtout de 2017. Mais ça va être la grosse année, 2018. Ça va être la grosse année, mais là, toi, ce matin, t'as eu des nouvelles, hein? Pour les prochaines années. Ben, en fait, c'est que déjà 2018 s'annonce une année record chez nous. S'annonce une année record sur la Queen Mary et sur le Saint-Laurent. Oui, avec la visite du Queen Mary en septembre et du Arcadia aussi, de la compagnie P&O, qui seront 2 nouveaux clients. Mais déjà ce matin, on a eu d'excellentes nouvelles pour 2019. Donc 2019 s'annonce une année record. Ah oui, okay. Fait que 2 records de suite, là. 2 records de suite. Bon, ben, fait qu'on va espérer de voir 2018 se développer, les choses s'améliorer. On sait jamais, on peut encore battre des records, là. Ça n'est qu'un record déjà annoncé. On peut toujours continuer de battre les records. Une bonne saison des croisières qui débute ce jeudi, on le rappelle, avec la visite du MS Insignia du côté du quai des croisières à Sept-Îles. Marie-Ève Duguay, chef d'escale pour Destination Sept-Îles Nakawinanu. Merci beaucoup. Merci Jean, merci Tommy. Tommy, la prochaine fois qu'on l'invite, on va parler des croisières en hiver. Ça pourrait arriver chez nous aussi, comme en Alaska. Mais là, on est rendu en 2020. Là. On va la réinviter. Voilà. Et dans quelques instants, on parle de la qualité des services dans notre réseau de la santé. Michel Roy, président du comité des usagers, et Jean-Pierre Porlier, président du comité des résidents de Gustave Gauvreau, s'en viennent avec nous en studio. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Votre station Attraction Radio est fière d'être partenaire du projet d'Éco-Patrouille en collaboration avec la MRC de Cette-Rivière. Voici la Minute Verte des Éco-Patrouilleurs. Allô Nathan, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Éco-Patrouille cette semaine? C'est notre dernière semaine pour les activités en milieu scolaire. Nous allons donc nous rendre 3 fois à la Pointe de Moisy afin de faire nos derniers ateliers sur Merlin-le-Lim avec les jeunes de niveau primaire. C'est une activité que les jeunes ont beaucoup aimée et nous avons reçu des commentaires positifs de la part des enseignants. Nous avons planté près de 3000 limes de sable avec les jeunes. Sinon Myriam, qu'est-ce que vous avez prévu d'autre pour cette semaine? Maintenant que nous avons sensibilisé plusieurs classes, nous allons commencer nos visites résidentielles. Nathan et moi ferons donc du porte-à-porte et nous discuterons de l'érosion des berges avec les citoyens du secteur de Moisy et nous leur parlerons de l'importance de protéger nos petites élimes. Si vous avez des questions, vous pouvez visiter notre site internet au www.ecopatrouille.org ou nous contacter par courriel au info@ecopatrouille.org ou par téléphone au 418-962-1900, poste 3229. Ben Nathan et Myriam, merci beaucoup et bonne semaine. La Minute Verte des Éco-Patrouilleurs vous a été présentée par la MRC de Cette-Rivière. Pour plus de détails, visitez le www.ecopatrouille.org. C'est la grande promotion rénovation décoration. Projet réno, projet déco. Écoutez votre radio. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. From this moment, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM
94.1. On va parler de l'offre alimentaire qui devrait s'améliorer et de la qualité des services finalement dans le réseau de la santé. Hier, il y avait les assemblées générales annuelles du comité des usagers du réseau de la santé ici à Sept-Îles et du comité des résidents des résidences Gustave Gauvreau et Urgel Pelletier. On a les deux présidents avec nous, alors on va les présenter comme faut. Michel Leroy, lui, est président du comité des usagers de la santé à Sept-Îles. En fait, à un moment donné, on a fusionné les 6 puis tout ça, mais vous êtes restés, on va l'appeler, c'est pas l'hôpital, mais des usagers du réseau. De l'installation de cette île. Voilà, de l'installation de cette île. Et Jean-Pierre Porlier, président du comité des résidents. Ça regroupe vraiment les deux résidences. Urgel Pelletier aussi, dans le fond, sont regroupés au sein de votre organisation. Alors bonjour, oui, effectivement, ça comprend là, la résidence Gustave Gauvreau et Urgel Pelletier qui sont maintenant dans le même bâtiment là, sur Franklin. Hein? Ouais. Et pour bien comprendre, là, je regardais les chiffres de votre assemblée générale annuelle. C'est pas d'un budget qu'on travaille ben là. Vous êtes bénévole. Vous êtes là probablement parce que vous êtes préoccupé par la qualité des services de santé. C'est différent du conseil d'administration. C'est pas des décisions qui se prennent dans vos comités. C'est davantage faire circuler l'information et défendre les droits des usagers. C'est ça le but. C'est défendre les droits des usagers et surtout également voir à l'amélioration de la qualité des services offerts par le CIS Côte-Nord dans nos installations ici à cette île. Est-ce qu'on a l'occasion de suggérer des orientations aux preneurs de décision? Ça, pour des suggestions, on en donne. Si on est écouté, c'est une autre chose. Si on est écouté, c'est un autre paire de manches. Mais c'est sûr que lorsqu'on est confronté à une problématique, on s'empresse de le souligner à la direction. Et à ce moment-là, on suit le projet ou on suit la problématique de près pour savoir s'il va y avoir à un moment donné amélioration. Ouais. Mais quand même, on a l'occasion de faire des recommandations là aux gestionnaires. Et un exemple d'une recommandation, on s'est penché longtemps sur l'amélioration là des services alimentaires et on a déposé des recommandations auprès de Madame Mainville, qui est la responsable, la directrice. C'est très intéressant son exposé hier sur et ça, c'est un sondage qui a été initié là, par le comité des résidents en alimentation. Et je peux vous assurer que les recommandations que nous avons émises, là, ils ont été non seulement acceptées, mais ils ont été mis en place très rapidement. Bon. Donc, aussi peu qu'un mois après que l'établissement ait reçu ces recommandations-là, elles étaient appliquées au mois de mars dernier, puis selon nos résidents, il y avait une amélioration notable et très appréciable de la qualité du service alimentaire. Parce que Tommy, on s'en souvient, on a tout ce qu'il faut pour faire de la bonne bouffe à l'hôpital de Sept-Îles. Tu te rappelles, ça fait à peine 2 ans, tu dois avoir des images de ça. Cogeco, la cafétéria flambant neuve, on a investi 2 millions là-dedans. Là. Moi, je l'ai eu en exclusivité. Il m'avait invité avant même l'inauguration. Il m'avait demandé d'aller prendre des images. J'ai des cuisines qui sont extrêmement modernes et efficaces. Mais faut avoir une volonté de faire la nourriture qui va satisfaire la clientèle. On a bien beau avoir les outils, si on les utilise pas comme il faut, ça donne rien. Ouais, c'est sûr. Mais ça, avec les nouvelles cuisines qu'ils ont, et plus ont mis en application le principe de la nourriture en vrac. Ouais. Bon, ben c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus coloré, ça améliore beaucoup la qualité de la nourriture. Faut pas se le cacher. C'est plus difficile de faire de la nourriture pour 200 personnes que de le faire pour 10 personnes. Exact. Sauf que là, faut atteindre quand même certains objectifs et voir à ce que les gens, surtout en résidence, c'est comme on disait hier soir, le dernier plaisir qu'il leur reste, c'est bien manger. Ouais. Et là, avec ce qu'on a promis hier, là, on travaille beaucoup sur le top 50 là, des recettes les plus appréciées des aînés, parce que dans les CHSLD, puis la clientèle, souvent dans le réseau de la santé, c'est des gens plus âgés. On a appris, entre autres, que les gens mangent pas la même chose en basse Côte-Nord ou en haute Côte-Nord. Là, beaucoup de poissons au menu à la tabatière à Harrington, alors qu'en haute Côte-Nord, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. C'est quand même beaucoup d'ajustements. Monsieur Roy, diriez-vous que dans le réseau de la santé, on mange bien actuellement, quoi? Ben là, je peux pas parler pour tout le réseau de la santé, mais ici, à cette île, il y a eu une grosse amélioration suite là au fait là, de l'amélioration des installations, première des choses, et ensuite, suite à des pressions tant faites par le comité des usagers que par le comité des résidents, les sondages qui ont eu lieu
on a été écouté et ça donne de bons résultats. Oui. Puis c'est important, la qualité de la bouffe quand même, là. Ça, moi, quand on est quand on est malade, en principe, là, on a besoin de bien manger aussi pour s'en remettre. Est-ce qu'on y croit à tout ce qu'on a dit hier, là? Parce qu'il y a une question de coût là-dedans aussi, là. Hey, déjà que sur la Côte-Nord, c'est pas mal plus cher qu'ailleurs, ce que ça coûte ici. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on nous a dit hier, le plan de match qui est là d'ici mars 2018, changer les menus, plus de variété, vous y croyez? L'expérience nous apprend d'être prudents. Mais nous donnons la chance aux coureurs. Et, il y a de la bonne volonté. Il y a de la bonne volonté. Ils veulent avancer. Ils veulent faire en sorte que les gens en CHSLD aient une nourriture intéressante et pour eux avoir un repas, c'est une partie de la journée qui doit être agréable. Mais parce que le 8 à 9 $ par repas, c'est pas une question souvent de coût, c'est une question d'imagination et de rentabilité, d'utiliser le maximum possible ce qu'on achète sans le moins de pertes possible. On est capable de réduire les coûts en conservant une qualité de nourriture convenable. Ça se fait, ça? Ça se fait, puis là, faut pas oublier une chose, comme Mme Mainville le mentionnait hier soir et Mme Chouglot, je crois, c'est qu'il y a différentes clientèles. Oui, aussi. On servira pas oui, en CHSLD la même chose que en centre jeunesse. Ouais. Donc, il faut ajuster les menus en conséquence. OK, donc ça, c'est une moyenne. C'est un bon casse-tête. C'est un sérieux casse-tête. Ça prend 60 repas diversifiés au menu, puis que ça soit des choses différentes 5 semaines consécutives. Il y a des normes qui ont été fixées par le ministre, là. Jean-Pierre Parlier, ça a été une grosse année, pour le Gustave Gauvreau. Il y a eu l'agrandissement. On a déménagé des gens. Est-ce que à travers tout ça, ça s'est bien passé? D'abord, l'année, c'est quand même bouleversant pour les gens, là. Vous êtes impliqués, sans doute, parce que vous avez de la famille, là. Pour les résidents, là, les travaux puis les déménagements, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Moi, j'en suis convaincu. Écoutez, pour l'agrandissement, là, c'est des travaux qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Donc, on a vu l'aboutissement de ça cette année. On a 36 résidents là, qui ont été transférés là, soit de Gustave Gauvreau, de l'ancienne partie. Lorsque vous recevez des commentaires à l'effet, là, qu'on a l'impression, des commentaires qui viennent des résidents, on a l'impression d'être dans un hôtel dans la nouvelle partie. Donc, cette partie-là, donc c'est vraiment apprécié, là. C'est vraiment apprécié. C'est un bâtiment aux normes avec toutes les facilités là, techniques. Qu'on est en droit sécuritaire aussi, parce qu'il y a des clientèles qui sont plus à risque que d'autres. Donc, moi, j'ai visité certaines ailes qui sont extrêmement sécuritaires pour une clientèle qui peut être un petit peu plus problématique pour leur propre sécurité. Ouais. Il y a une aile particulière pour ces gens-là. C'est ça. Il y a comme 3 ailes. Là. On a une aile prothétique à laquelle les résidents peuvent vaquer leur occupation selon l'horaire qui leur convient. Écoutez, cette année, là, on a vraiment senti là une volonté des gestionnaires, du personnel, de mettre un milieu de vie comme les visites ministérielles le recommandaient. Et cet effort-là, là, on le sent, nos résidents nous le disent. Puis c'est tout à l'avantage de nos résidents. À chaque fois qu'il parle des CHSLD, le ministre Barrette, là, il le dit, c'est leur milieu de vie, ils sont chez eux, ces gens-là, ils amèneront le système d'aération qu'ils voudront, qu'ils disaient la semaine passée, et ils font ce qu'ils veulent dans leur appartement. Ce sont chez eux, ces gens-là, c'est leur milieu de vie. On insiste beaucoup sur ce message-là dans le réseau. Moi, j'ai fait un reportage pour le Journal de Québec, et ici, là, il y a pas si long, concernant les bains à volonté au centre Gustave Gauvreau. Est-ce qu'on a l'impression que la qualité de vie est là? Les gens sont satisfaits? C'est vrai qu'on leur offre finalement ce qu'ils ont besoin, ces gens-là. Prendre un bain chaque jour s'ils veulent. Si c'était dans le mœurs avant, ça doit continuer. Vous touchez un aspect fort important. En tout cas, pour ma part, moi, ça fait 9 ans là, que je milite que je travaille dans ce milieu-là, Michel aussi. Et ça a été un cheval de bataille. S'assurer que dans le temps, c'était un bain là, par semaine aux résidents. S'assurer que ce bain-là allait être donné au moment là où il était prévu. À cause de la main-d'œuvre, parfois, on n'y arrivait pas. Alors là, avec un bain à volonté, pour les gens qui veulent l'avoir, il y en a qui en veulent pas. C'est parfait, on respecte ça. Mais ceux qui veulent avoir plus d'un bain, c'est possible. C'est un engagement formel du président directeur général, M. Marc Fortin. Il a envoyé une missive à tout le personnel. Les gens qui veulent avoir plus d'un bain devront l'avoir. Mais là, à vous entendre, j'ai l'impression que quand on critique le réseau parce qu'il manque d'argent, qu'il devrait avoir plus de fonds, que finalement, notre monde est bien, puis on a une bonne qualité de service, quoi. Le monde est mieux. Ça s'améliore. Ça s'améliore beaucoup. Surtout la volonté d'amélioration, elle est là, elle est tangible, elle est perceptible.
c'est tant mieux, puis nous, on l'observe. Est-ce qu'on a l'impression de travailler fort pour conserver les acquis qu'on a fait dans les dernières années, où on se dit, bon, ce qui est acquis est fait, puis on passe à d'autres choses? Faut toujours être sur la ligne de front. OK. Oui. Faut toujours l'être, faut pas laisser... faut surveiller de très près. Faut pas laisser de l'espace, faut travailler très près. Et le problème que l'on vit maintenant, c'est la difficulté que les comités ont à rejoindre les gestionnaires. Ouais. Parce que faut pas l'oublier, le 6, c'est de Tadoussac à Blanc-Sablon, ouais. Donc c'est la province dans la province, là, pratiquement. Et on peut pas en vouloir à un gestionnaire de ne pouvoir être présent à une de nos réunions parce que il est en train de régler un problème à Blanc-Sablon ou il est en train d'en régler un à Grande-Bergeronne. Ouais. Bon. Ça, c'est le défaut d'avoir fait un 6, mais ça, c'est une décision politique de faire un seul centre intégré. C'est le défaut. Et en même temps, faut réagir en fonction de ce défaut-là puis essayer de le surmonter. C'est un peu plus difficile, mais avec un peu de persévérance, on réussit. Je voyais qu'un de vos deux, ou les deux comités ont pris position dans un dossier comme Optilab aussi, mais je pense que le souci, c'était beaucoup que la clientèle soit bien informée de comment ça fonctionne. Hein? C'est un peu ça qu'on a comme souci du côté des comités des usagers et des résidents. Nous, au niveau du comité des usagers, la position, c'est nous sommes là pour l'amélioration de la qualité et de la quantité des services offerts. Notre rôle est là. Ce n'est pas à nous de juger de la pertinence du projet en question. À l'usage, on verra. Sauf que on est là et on le suit de près. En terminant, qu'est-ce qu'on aimerait le plus améliorer, là? C'est quoi les priorités de vos comités pour la prochaine année? On a déjà parlé de l'attente à l'urgence, des milieux de vie, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une priorité plus urgente que d'autres? Quelque chose qu'on surveille? Il va y avoir des travaux à l'urgence aussi, là, à un moment donné. On est rendu habitué de surveiller des travaux à cette île dans vos comités. Ouais, là, l'annonce de la nouvelle urgence qui nous a été soumise et acceptée là, par le ministère, nous allons être impliqués dans le suivi des travaux et nous allons le suivre de près. Nous allons être là durant toute la prochaine année parce que c'est important de voir à ce que le projet avance et à ce que le projet se réalise. Donc, c'est une des priorités du comité des usagers. Pour la prochaine année, on a augmenté de beaucoup notre membership, donc on est beaucoup plus nombreux au comité, donc ça aide à faire un meilleur travail. Je voyais ça qu'il y avait pas mal de bénévoles quand même, c'est bien ça. Et M. Parlier, pour les usagers, les résidents, c'est de voir à ce que l'amélioration continue de poursuivre. Continue, mais encore là, il faut avoir de la main-d'œuvre pour livrer ces services-là. Et ça, vous l'avez vu dans les nouvelles des dernières semaines. Donc, la pénurie de main-d'œuvre est là. Le recrutement, il est difficile. On a même un plan là, qui va embaucher des préposés aux bénéficiaires avec 3 semaines de formation dans une formule d'alternance travail-études. Alors, ce sont des idées comme ça qui vont nous permettre d'avoir du personnel pour livrer les services, là, tels que les préposés aux bénéficiaires, puis les infirmières auxiliaires. Alors, Madame Vicky Lapierre, la nouvelle directrice des ressources humaines, est déjà la pied d'œuvre dans ce dossier. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Eh bien, Michel Leroy, président du comité des usagers des installations de santé à cette île, et Jean-Pierre Porlier, président du comité des résidents de la résidence Urgel Pelletier et Gustave Gauvreau. Un gros merci pour votre passage à notre émission Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Attitude. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Allô, Paul, dis-moi quoi de neuf chez vous en juin? Ce mois-ci, Valérie, nous continuons l'événement Fièrement Camion. Et les rabais peuvent atteindre 10 500 $. Vous pouvez aussi financer votre prochain camion à un taux de 0%. Et à part de ça, Paul, vous avez quoi d'alléchant ce mois-ci? En fait, le marché américain favorise actuellement les propriétaires de camions et de véhicules utilitaires sport. Cette situation nous permet de donner le maximum pour les échanges. C'est donc le temps d'en profiter. Donc ça veut dire des bons rabais, une valeur d'échange maximale, il y a sûrement moyen de faire de bonnes affaires et je vous connais, il y a probablement autre chose pour nous donner le goût de changer de véhicule. Encore chez Pascal, vous aurez l'entretien gratuit pour 2 ans, puis le retour de la carte Visa GM qui fera épargner encore plus. En fin de compte, l'idéal c'est de passer vous voir, hein? En plein ça. Faites une visite chez nous et nos conseillers prendront le temps de bien évaluer vos besoins et vous repartirez avec le GM qui vous convient le mieux. C'est une bonne idée ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109
19 Monseigneur-Blanche. Vous êtes les bienvenus. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88-962-6916. À notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne, aujourd'hui, on va parler des déménagements. Bonjour Guy. Bonjour Jean. C'est toujours d'actualité, hein? On dit souvent que le 1er juillet, c'est la fête du déménagement au Québec, et entre autres les beaux gouvernementaux qui se prennent fin avec le mois de juin, mais il y a bien des gens aussi qui vont changer d'adresse, là. Effectivement, quelques petits points à effectuer à penser plutôt lorsqu'on fait notre déménagement. Aviser son assureur, si possible, 30 jours d'avant, afin de bien se faire conseiller sur le nouvel endroit, faire les bonnes mises à jour dans le dossier. Par exemple, des fois, on s'éloigne de la ville, on s'éloigne des postes de pompiers, où il pourrait ne pas avoir de bonne fontaine à notre nouvel endroit, où on change d'un logement, on s'en va dans une maison, donc on fait l'acquisition de nouveaux ameublements pour bien meubler notre nouvelle demeure. Donc, on a besoin de montants d'assurance supplémentaires. Et il y a des fois, on ajoute une piscine, on ajoute un spa à le nouvel emplacement. Donc, c'est important d'aviser son assureur afin d'être bien conseillé puis que les bonnes protections soient mises en place pour notre nouvelle demeure. Oui. Également, Jean, est-ce que les biens sont couverts pendant le déménagement? Les gens nous posent souvent cette question. Je déménage, est-ce que mes biens sont couverts pendant que je vais déménager? Là, si on a un contrat d'assurance qu'on appelle tout risque, normalement, vos biens vont être couverts pendant le déménagement. Donc, si y a un accident de transport, vous ne devriez pas vous inquiéter, les biens sont couverts. Oui. Par contre, si vous avez un contrat à risque désigné, un contrat de base, ce serait important de contacter son assureur avant parce qu'il pourrait y avoir un manque d'assurance à ce niveau-là. Oui, quelle que soit la méthode, des fois on peut faire affaire avec une compagnie de déménagement, mais souvent on fait ça avec des amis, en famille, on est quand même couvert, hein, si on fait ça soi-même. C'est un autre point, ce qui est important à vérifier. On a souvent parlé, Jean, de la responsabilité civile, donc nos amis qui viennent nous aider à déménager, si par exemple tombent avec un meuble sur eux et ils sont blessés, donc il y a deux possibilités, notre assurance responsabilité civile qui pourrait venir indemniser notre ami, ou souvent dans plusieurs contrats, on retrouve une protection pour un règlement volontaire qu'on appelle. Donc, notre assurance pourrait, même en l'absence de responsabilité de votre part, payer des frais médicaux à la personne. Donc, location de béquilles, services de physiothérapie, des soins médicaux, même si vous n'êtes pas responsable du dommage, dans le cadre d'une bonne entente avec un ami. On peut rappeler aussi qu'on soit locataire ou propriétaire, finalement, il faut en avoir une assurance responsabilité, là. C'est super important, surtout si on s'en va dans un immeuble à logement de plusieurs locataires, des 10, 15, 20 logements. C'est très important d'avoir un montant d'assurance en responsabilité pour combler, survenir à tous les dommages qu'on pourrait occasionner si, par exemple, on met le feu à notre logement par un problème avec la cuisinière. Ben, il faut penser qu'on multiplie les dommages par autant de logements qu'il y a. Oui, ça se vérifie, j'imagine, quand on signe un bail, là, par exemple, tant pour le propriétaire que pour le locataire, on peut vérifier là avec la personne avec qui on prend une entente, voir si elle a les bonnes couvertures pour l'assurance. Effectivement, même en tant que propriétaire, c'est plus difficile à exiger, mais on peut fortement suggérer aux locataires de prendre de l'assurance pour éviter d'avoir des mauvaises surprises devenant une réclamation. Un autre point, Jean, que je voulais également parler, c'est que souvent, si les gens déménagent eux-mêmes, vont sous un camion. Donc, c'est important de bien vérifier que notre contrat d'assurance couvre les dommages au camion. Souvent, sur nos contrats personnels, on assure une voiture, donc on a un avenant pour couvrir la location d'une autre voiture, mais pas nécessairement pour un camion de déménagement. Donc, soit qu'on prend l'assurance auprès du locataire ou on avise notre assureur à l'avance pour être certain d'être bien couvert et d'avoir la bonne protection. On pense souvent à nos biens meubles et immeubles, hein, quand on déménage, c'est ce qu'on déménage, mais un changement d'adresse, il faut que ça soit signalé, là, même si l'assurance de notre voiture, par exemple. Effectivement, donc on parle là de notre assurance de biens. Il faut aviser notre assurance auto, notre assurance bateau, notre assurance moto, motoneige, VTT. Donc si on a des contrats à différents endroits, l'avantage c'est de l'avoir, si on a tous nos contrats au même endroit, on le fait seulement à une place. Il ne faut pas oublier d'aviser tout notre monde, sans compter bien entendu toutes les autres belles, téléphones, etc. Et si c'est plus qu'un nouveau bail qui nous amène à déménager, c'est l'acquisition d'une maison, ben là, encore là, l'assureur est précieux, hein? Ben, c'est très important, effectivement, d'établir les bonnes protections pour le montant d'assurance en cas de si on a reconstruit la bâtisse. Donc, avoir les informations également sur les rénovations qu'il y a eu sur le bâtiment, l'âge de la toiture, l'âge du chauffe-eau, c'est toutes des informations qui vont vous être demandées et qui sont importantes à s'informer auprès de l'ancien propriétaire.
propriétaires. Ça se fait beaucoup, autour du 1er juillet, quoi. On est sollicité pas mal du côté des assureurs à cette date-là en particulier. Il y a des gens qui déménagent en tout temps quand même dans l'année. Hein? Il y en a tout le temps dans l'année, mais c'est certain que le 1er juillet est une très grosse période. Je veux dire, entre le 15 juin et le 30 juillet, c'est des très grosses périodes pour le déménagement. Beaucoup de baux qui se terminent dans cette période. Ouais, les changements de voiture, c'est souvent au printemps. Après ça, l'été, ben là, c'est les maisons qu'on regarde ou les déménagements. Effectivement. Un autre petit point que je voulais préciser, Jean, les biens sont normalement, selon les contrats, il peut y avoir quelques différences, mais dans la plupart des cas, les biens vont être couverts à ou deux endroits pendant 30 jours. Donc, on commence le déménagement tranquillement. Des fois, on a le logement ou la maison un petit peu à l'avance. On commence à transporter des boîtes. On n'a pas à s'inquiéter. Dans la plupart des cas, les biens vont être couverts aux deux endroits pendant 30 jours. C'est important, je pense, à préciser. Et après le 1er juillet, pour bien des gens, c'est des vacances. Par contre, des avaries, des réclamations, il y en a en tout temps, hein, particulièrement dans notre période de loisirs. On est toujours disponible chez Accès Conseil là, pour répondre à des questions et pour répondre à vos clients aussi. Certainement, ça nous fait toujours plaisir d'aider nos clients ou nos futurs clients. Donc, on peut nous rejoindre au 962-6916. On prend pas vraiment de vacances du côté des agents d'assurance. Ou on les prend chacun notre tour. Chacun notre tour pour être certain d'avoir un service client qui est toujours en continu. Eh bien, Guy Duchesne, c'est notre dernière chronique de la saison. On va prendre une pause pour la période estivale, nous aussi à la radio. Là. Un gros merci pour tes collaborations. C'est toujours des sujets intéressants. Hein. Les assurances, c'est quelque chose qui nous tient toujours à cœur, surtout depuis quelques années là où les gens voient beaucoup de publicité puis de navigation. Alors, c'est important de bien connaître les choses. Ben, je suis bien content, Jean, de faire ces chroniques-là, puis on se reprend à l'automne. Un gros merci, Guy. Au plaisir. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Tommy Auger, un gros merci pour ta présence. Il m'en reste juste une. Il en reste une belle. Jeudi, on va s'organiser quelque chose de bien pour conclure. On va inviter Valérie pour conclure jeudi. Là, on va la déranger, là, puis on finira ça à 3. Là. Ben, notre mandat, c'est principalement de suivre l'actualité. Cet après-midi, il y a d'ailleurs cette fameuse tournée de consultation, le sommet sur les tarifs aériens. On devrait en parler avec 2 députés libéraux qui sont sur place au Centre des congrès. Au revoir tout le monde.